Lorsqu'est sorti le dernier film de M. Night Shyamalan, After Earth, on ne peut pas vraiment dire qu'il s'agissait d'un événement très attendu. Les 3 précédents films du cinéaste avaient été considérés comme des échecs et le nom du réalisateur n'était même pas présent sur les affiches du film. Et quand After Earth sortit, l'accueil presse fut comme prévu catastrophique. Le film fut considéré comme un des pires films de l'année, voire même comme un des pires films de l'histoire du cinéma. Alors, pourquoi tant de haine? Déjà, voyons de quoi parle le film. Le postulat est simple. Dans un futur lointain, la Terre a été tellement dégradée, environnementalement parlant, que les humains ont été poussés à l'exil vers une nouvelle planète, appelée Nova Prime. Mais sur cette planète, il y a des monstres, nommés les Ursas, qui sont capables de repérer les humains uniquement en sentant leur peur. Seules certaines personnes, les ghosts, sont capables de déjouer ces monstres en retenant leurs émotions. L'un de ces ghosts, le général Cypher Edge, part en mission avec son fils Kitai. Malheureusement, pendant le voyage, une pluie d'astéroïdes provoque le crash de leur vaisseau et celui-ci atterrit sur la Terre. Le seul moyen d'appeler à l'aide est d'activer une balise, et celle-ci se trouve à plus de 100 km de l'endroit où ils ont atterri. Le général Rage, ayant la jambe cassée, n'a pas le choix. Il décide d'envoyer son fils Kitai chercher la balise, seul. Il s'agit donc d'une trame relativement classique, et on ne peut que s'étonner de la haine que le film a pu susciter à partir d'un tel canevas. Alors, qu'est-ce qu'on a pu reprocher au film? Une des remarques que l'on retrouve assez souvent dans les textes sur le film concerne le supposé manque d'implication de M. Night Shyamalan, qui se serait contenté sur After Earth du minimum syndical. Pourtant, il suffit d'observer le synopsis pour voir qu'il s'agit d'un film qui porte en lui tous les précédents films d'M. Night Shyamalan. Comme dans Sixième Sens, on parle aux morts et on apprend à ne plus en avoir peur. Et à l'instar d'Incassable, un des personnages principaux est un père super-héros avec qui on a du mal à avoir des rapports humains. Il s'agit en plus d'une histoire d'invasion extraterrestre entraînant un recentrement familial, comme dans Signe, et dans lequel, pour pouvoir sauver l'être cher, il va falloir traverser une forêt, comme dans Le Village. On retrouve aussi des motifs des 3 précédents films du cinéaste. Phénomène était aussi composé de plans de nature, comportant leur lot de menaces, et dans le scénario original de Shyamalan, il fallait en plus, pour ne pas succomber aux gaz toxiques émis par les plantes, gérer ses émotions. Le dernier maître de l'air était lui hanté par la question de l'équilibre et des forces de la nature. Finalement, on trouve dans After Earth l'aigle majestueux de la jeune fille de l'eau. Dans le conte de Shyamalan, cet aigle symbolisait le passage dans le monde des histoires. C'était d'ailleurs le premier film du cinéaste à ne comporter aucun twist. After Earth, tout comme Phénomène, n'en comporte pas plus. Beaucoup plus que les simples retournements narratifs, c'est surtout le jeu avec les genres qui constitue une réelle continuité dans la carrière du cinéaste. Que ce soit pour un film de super-héros naturaliste, pour un film intimiste sur une invasion alien, ou un film sur des monstres qui n'existent pas, à chaque fois, le réalisateur a joué avec l'attente des spectateurs et avec les clichés des genres abordés. La jeune fille de l'eau, en énumérant les rôles de tous les personnages dans l'histoire, atteignait une sorte de point de rupture. After Earth ne comprend pas de jeu réflexif aussi explicite, mais néanmoins, le jeu avec les genres est au centre du film. On quitte en effet très vite les zones spatiales habituelles du space opéra pour se retrouver sur une Terre disparue et qui semble ne pas avoir été explorée depuis des centaines d'années. On est très loin des autres postulats post-apocalyptiques de 2013. La planète envahie par les monstres, par exemple, n'est pas la Terre, mais une nouvelle colonie. On est aussi ici dans un schéma inverse des films comme Avatar ou Prometheus, puisque la planète inconnue et mystérieuse à explorer est terrestre. Un peu à la manière d'Incassable, où ce qu'on était habitué à voir dans les comic books devenait matière naturaliste, ici, en lieu et place des contrées extraterrestres, on ne verra que la Terre, devenue un immense terrain d'expérimentation sensorielle. Un des autres reproches que l'on retrouve dans plusieurs textes concerne la façon d'aborder le genre science-fiction et de représenter le futur. On évoque tout particulièrement la question de technologie qui semblerait inadaptée, des clichés vus et revus qui seraient particulièrement risibles ici. Et on retrouve effectivement dans l'introduction du film de nombreux clichés de la science-fiction, que ce soit les hologrammes utilisés par la mère,
des délires architecturaux pour faire moderne, ou la solennité de tout le monde, tout le temps, particulièrement du personnage de Will Smith. Tout ce qui touche au design et à la technologie du film semble conçu dans une approche plus poétique que véritablement scientifique. On y trouve des vaisseaux spatiaux en forme de raie manta et des systèmes d'isolation ressemblant à des poumons. On est dans un monde où l'archaïque côtoie l'ultra-technologique. On utilise des bouts de bois lors des départs en vaisseau spatial et on attache la cage des ursas avec des cordes. L'univers n'est effectivement pas si original, mais tous les éléments génériques évoqués vont avoir une véritable place dans le récit. Les hologrammes, par exemple, ne seront pas là juste pour faire joli. Ils auront une vraie place dans l'intrigue, et la solennité de tout cet univers sera au centre de l'histoire. Une des raisons pour laquelle ces aspects peuvent sembler particulièrement gratuits est que la nouvelle société des humains, suite à leur départ de la Terre, il y a 1000 ans, est qu'à peine esquissée. La présentation de la société tient uniquement dans le court flashback au début du film. Nous racontons vaguement, comme une leçon apprise par cœur, les événements ayant conduit au départ de la Terre. On pourrait lui reprocher de ne pas citer dans le temps des événements, mais cela semble particulièrement assumé. Tout semble voué arriver à l'image de Cypher Edge en héros tuant des ursas au ralenti, comme une solution ultime et placée au centre de la mythologie du film telle que vue par le fils. L'impression finale est de déboucher sur une sorte de conte, hors du temps, dans lequel les monstres terribles sont terrassés par des chevaliers samouraïs New Age. Beaucoup plus qu'à d'autres œuvres de science-fiction hollywoodienne, c'est avant tout à l'univers du Miyazaki auquel on peut penser. Shyamalan citait d'ailleurs souvent le cinéaste durant la promotion du dernier maître de l'air. On retrouve dans After Earth cette même vision entre conte archaïste et futuriste que dans l'œuvre du cinéaste japonais. De même, comme dans de nombreuses œuvres du réalisateur de Princesse Mononoke, le film est centré autour de la question de l'équilibre d'un système entre la civilisation et la nature. Il s'agira aussi, comme dans beaucoup de films de Miyazaki, d'une réflexion sur comment trouver sa place dans la société en accédant à une nature devenue jardin intime. On pense surtout à deux films, Nausicaa et Princesse Mononoke. De ce dernier, on retrouve une forêt primaire sans hommes où des sortes d'animaux géants dominent le monde. De Nausicaa, on retrouve l'idée d'un nouvel équilibre biologique dans lequel la Terre est devenue toxique. Il y a le déploiement à travers tout cela d'une mythologie centrée sur la Terre jusque dans la technologie évoquant la biologie terrestre. Tout nous invite à redécouvrir la surface du globe comme un endroit fantastique, peuplé par les forces de la nature. L'ambition du film, c'est avant tout de permettre à la Terre de devenir cet univers que l'on ne connaît plus que par référence, un lieu mystérieux et inconnu, propre à déployer les forces de l'imaginaire. Il faut accepter que pour le personnage principal Kitai, une araignée est un monstre et une armée de singes est une horde d'extraterrestres. Dans cet univers, on peut enfin rejouer les contes anciens, comme ceux dont on parlait dans l'introduction de La jeune fille de l'eau. Pour bien mettre en avant la visée atypique du dernier film de Shyamalan, on pourrait comparer une de ces séquences à celle d'un film sorti à peu près au même moment, Prometheus. Le film de Ridley Scott commence dans une grotte préhistorique, alors que le personnage principal, observant des peintures rupestres, en découvre certaines qui vont la conduire à se rendre dans l'espace. Dans After Earth, le personnage de Kitai se réfugie un instant lui aussi dans une grotte préhistorique. Mais contrairement au personnage de Prometheus, il n'observe pas les peintures rupestres comme un archéologue. S'il met lui aussi du sens dans les dessins, c'est qu'il se retrouve dans la même position qu'un homme des cavernes, devant coder le monde en dessinant sur la pierre. En fait, dans Prometheus, on ne voit que les traces d'un mystère à venir, alors que dans After Earth, on refait vivre les dessins pour ce qu'ils sont, la représentation d'un monde fascinant et dangereux. Ce monde va être l'écrin pour le drame se jouant entre un père immobilisé et son fils, qui va devoir, lui, expérimenter le réel. Le père, dans son appareil, a toute une série d'écrans et de représentations holographiques du monde qui vont lui permettre de pouvoir observer les mouvements de son fils. Nous avons donc d'un côté un enfant qui va découvrir la Terre et qui pour cela va être guidé par un père qui lui n'a jamais connu la surface terrestre et n'en connaît que ce qu'on lui en a raconté. Tout cela n'est finalement qu'une question de regard. Le père et le fils n'ont jamais la même vision des choses, et Shyamalan n'hésite pas à jouer de la métaphore avec les écrans pour alimenter le conflit. Il y a de nombreux passages qui soulignent cela. Lorsque Kitai court dans la jungle pensant qu'il est encore poursuivi par des singes,
Cypher le prie plusieurs fois de s'arrêter de façon de plus en plus autoritaire. Il voit bien, lui, qu'il n'y a plus de danger. Plus tard, la rupture se fera de manière beaucoup plus explicite. Le père ne pense pas que son fils pourra accomplir la mission, et le fils, mis au défi, va braver les ordres de son père et se jeter à corps perdu dans l'aventure. Beaucoup plus qu'un film d'aventure post-apocalyptique, After Earth ressemble à un roman d'apprentissage, ou du moins à sa version expéditive. En effet, le héros y fait face à un monde hostile et réaliste qui ne correspond pas à ce qu'il avait imaginé. Il y a tout de suite de l'hostilité et du refus de chacun des deux côtés. Il y aura comme d'habitude dans ce genre, une deuxième naissance dans le nid de l'aigle, qui amènera Kitai à faire de nouvelles expériences qui vont petit à petit le faire mûrir. Mais on voit bien que tout cela est un faux film d'apprentissage. L'enjeu de ce récit est constamment double. Le conflit se trouve tout autant entre les humains et la nature sauvage qu'entre le père et le fils. Avec sa deuxième naissance, le personnage de Kitai tue symboliquement son père, et le climax ne se déroulera pas avant que le fils ne l'ait fait renaître en lui. La force du film tient dans sa capacité à mêler le roman d'apprentissage et le récit mélodramatique, en invoquant pour cela la figure ultime des origines, de la civilisation et de la nature, la Terre. Le point de départ du film est essentiellement sociétal ou familial, puisqu'il s'agit du retour de Cypher Age au sein de son foyer. Après de longues années à avoir bataillé, il veut tenter la vie familiale. Mais il y a quelque chose de tendu dans la relation avec son fils, qui s'illustre lors d'une scène de repas. Qu'est-ce qu'on y voit? Un fils qui anticipe la réaction négative d'un père pour qu'il ne semble ressentir que de la méfiance et de la peur. Dans cette scène, Cypher Age, qui n'exprimera pourtant dans le reste du film quasiment aucune émotion, explose de rage. Le film commence donc sur ce constat. Les deux personnages principaux s'en veulent. Alors qu'ils entament leur première conversation à deux, Kitai dit à son père qu'il lit Moby Dick. L'ensemble des flashbacks du film, ou rêves qui suivront, feront mention du livre comme un motif récurrent. Ces souvenirs nous renseignent notamment sur la mort de la fille de Cypher et sœur de Kitai, et comment chacun des deux considère l'autre comme symboliquement responsable. Ces flashbacks racontent aussi l'histoire d'un père absent, même quand il est en train de parler à ses enfants par caméra interposée. L'un nous propose déjà de remplacer la figure de Cypher par celle de son fils Kitai. Le fils fait ce que le père ne peut pas faire, être dans la cellule familiale, rire et partager. Pendant tout le film, il ne s'agira pas seulement de faire évoluer le personnage de Kitai, mais de faire évoluer le père et le fils, en faisant en sorte que chacun aille du côté de l'autre pour trouver l'équilibre. Ce qui est profondément paradoxal, c'est que les deux personnages ne sont pas face à face, mais chacun dans leur monde. After se permet quelques scènes terribles, allant dans le sens du ressentiment caché entre le père et le fils. L'une fait particulièrement froid dans le dos. Cette scène où Cypher Age, observant l'écran de contrôle, regarde des points rouges représentant le monstre s'approcher de son fils, en n'exprimant aucune émotion. Beaucoup plus que la question de la peur, c'est la question de la gestion des émotions, de pouvoir soit les exprimer, soit les laisser de côté, qui est en jeu au sein de After Earth. Cette question, elle est au centre du cinéma de Shyamalan depuis les débuts. Dès Sixième Sens, il faut gérer ses émotions pour pouvoir communiquer et ne plus se fermer les yeux. La scène des singes de After Earth semble résumer cela. Kitai a peur car il n'arrive pas à communiquer, ni avec son père ni avec la nature. Il n'est même plus capable de voir et il court dans le vide. Mais il faut dire que le père n'aide vraiment pas son fils, en insérant aucune émotion autre que rage contenue dans son discours. Loin de rassurer Kitai, Cypher devient une nouvelle épreuve pour lui. Le final ne nous propose pas uniquement de voir le fils devenir enfin comme son père pour affronter un monstre, mais il nous propose aussi de voir Cypher apprenant à s'effondrer, littéralement, à être faible, à pleurer, peut-être même à avoir peur et à être désespéré, parce qu'il pense que son fils est mort. Cette première résolution, chacun dans sa solitude, sera bien sûr accompagnée d'une deuxième, où le père et le fils pourront se retrouver. Loin de vanter un discours guerrier ou une imagerie militaire, le film penche plutôt pour l'accolade. After Earth n'est pas une œuvre unilatérale et simpliste, et travaille au contraire le mélange des figures.
La mention répétée de Moby Dick peut être par exemple vue comme un signe allant dans ce sens. Le livre peut en effet se voir comme un rappel de la Terre. C'est un exemplaire original, une relique, mais aussi un rappel de la disparition de ce monde. Car la destruction de l'écosystème des fonds marins vient forcément rappeler la catastrophe écologique présentée au début du film. Les personnages opposés de Moby Dick et Ahab sont tout autant le fils et le père face au monstre que les deux parents l'un envers l'autre. Chacun est séparé de l'autre par ses actions, sa vision et par son ressenti de la nature. Ce n'est qu'après ce périple au sein de la Terre que les deux pourront enfin se réunir. Ce qui est remarquable dans After Earth, c'est que le film renoue avec le versant réflexif du cinéaste de Sixième Sens ou Incassable dans cette façon de mêler le mélodramatique au théorique. Comme dans Signe, le village ou la jeune fille de l'eau, on parle ici de la façon où les croyances organisent la vie en société et comment l'interprétation des signes peut donner du sens. Plus que jamais chez Shyamalan, tout ceci repose sur des enjeux humains très forts. Comme dans de nombreux films du cinéaste, on retrouve au sein du récit un metteur en scène ou un chef d'orchestre qui alimente la machine à croyance. Ici, on aurait tout vite fait de penser qu'il s'agit du père. N'est-ce pas lui qui filme toute l'action et qui communique les peurs et les croyances qu'il a par rapport à la Terre? Si pendant tout le début du film, on est bien dans une configuration de ce type, avec Cypher dirigeant Kitai, une fois que ce dernier a pris son envol et s'est émancipé des caméras de son père, il est capable de pouvoir envisager son propre rôle et de devenir son propre réalisateur. C'est une fois ce travail accompli qu'il pourra se remémorer les paroles de son père avant de devenir, comme lui, via écran interposé. Le père, lui, expérimentera la peur, le désœuvrement, et ce sera grâce à ça que sera possible la reconnaissance réciproque finale. Depuis La jeune fille de l'eau, au travers du dernier maître de l'air et de Phénomène, Shyamalan n'a cessé de faire des œuvres appelant à l'équilibre et à la reconnaissance entre les êtres. After Earth est une proposition peut-être imparfaite, souvent fragile, mais qui pour peu qu'on lui laisse la chance de se laisser découvrir, se révèle être un véritable point d'aboutissement dans la carrière hollywoodienne de M. Night Shyamalan.